L'héritage ira à ma princesse, Nathalie, et toi, Théo, tu n'auras que mes chaussettes trouées, a lancé mon père, Maurice, tandis que toute la famille éclatait de rire. Je suis parti en silence. Le jour où leurs services ont été coupés, mon téléphone a explosé, 47 appels manqués. Je m'appelle Théo, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que je n'étais pas comme ma sœur, Nathalie. Chez nous, la vie tournait autour d'elle. Mes parents, Maurice et Dominique, la traitaient comme une reine, un joyau qui brillait plus que le soleil. Moi, en revanche, ils me regardaient comme un vieux meuble, un objet qui était là par accident, occupant de l'espace. J'ai grandi dans une maison à 2 étages avec un petit jardin où ma mère plantait des fleurs qu'elle n'entretenait jamais. Nous étions une famille de classe moyenne avec un prêt immobilier que mes parents remboursaient difficilement. Maurice travaillait comme vendeur dans un magasin d'électroménager, et Dominique était réceptionniste dans un cabinet dentaire. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions pas du nécessaire. Pourtant, tout ce qui était bon, tout ce qui était spécial, était toujours pour Nathalie. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué les différences. On me donnait toujours le pire, tandis que ma sœur recevait les luxes que j'ai toujours désirés. Un nouveau vélo, des patins à roulettes ou un ballon de football étaient les choses que je demandais toujours pour mes anniversaires, mais on ne me donnait que des chaussettes trouées que mon père avait déjà portées. Je ne comprenais pas pourquoi il me traitait ainsi. J'essayais de trouver des réponses dans ma tête, était-ce parce que je ne leur ressemblais pas? Maurice avait les cheveux foncés et bouclés, tout comme Nathalie. Dominique avait les yeux verts comme ceux de ma sœur. Moi, en revanche, j'étais plus grand, avec des cheveux lisses et châtains et des yeux gris qui ne semblaient venir de personne dans la famille. Parfois, ils plaisantaient en disant qu'ils m'avaient trouvé dans la rue, et même s'ils riaient, leurs mots se plantaient en moi comme des couteaux. J'ai essayé de gagner leur affection de toutes les manières possibles. Quand j'avais 10 ans, je faisais la vaisselle sans qu'on me le demande. J'aidais mon père à nettoyer la voiture, bien qu'il ne me remercie jamais. Je faisais même des dessins à ma mère, mais elle les rangeait dans un tiroir sans même les regarder, tandis que le moindre gribouillis de Nathalie était accroché au réfrigérateur comme une œuvre d'art. À 15 ans, j'ai commencé à me demander s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Étais-je le problème? N'étais-je pas assez bien? Je me regardais dans le miroir et je ne voyais rien qui puisse justifier leur rejet. Je n'étais pas un mauvais garçon, je ne me mettais pas dans le pétrin, je ne répondais pas mal, je ne demandais rien, mais rien de ce que je faisais ne semblait suffire. Le déménagement à Paris et les illusions brisées. Quand j'ai terminé le lycée, j'ai décidé que j'allais changer les choses. S'ils ne pouvaient pas m'aimer pour qui j'étais, peut-être pourraient-ils m'aimer pour ce que je pouvais leur donner. J'ai trouvé mon premier emploi comme livreur de pizza à Paris. Je gagnais peu, mais chaque euro que j'économisais, je le donnais à ma mère pour aider avec les factures de la maison. Au début, Dominique semblait surprise. « Eh bien, au moins, tu sers à quelque chose », a-t-elle dit une fois, et même si ces mots m'ont blessé, je me suis accroché à ce petit signe d'approbation. Avec le temps, mes efforts ont commencé à porter leurs fruits. Mes parents ont commencé à me parler un peu plus, à m'inclure dans les conversations. Ce n'était pas de l'amour, mais c'était quelque chose. Je me sentais utile, comme si j'avais enfin une place dans la famille. Nathalie, quant à elle, restait la reine. À 18 ans, elle ne travaillait ni n'étudiait, disant qu'elle voulait devenir influenceuse, et mes parents la soutenaient en tout. Ils lui achetaient des vêtements chers, un nouveau téléphone chaque année, et même des cours de photographie pour qu'elle réussisse sur les réseaux sociaux. Moi, en revanche, je continuais à livrer des pizzas, suant sous le soleil parisien, juste pour entendre un « merci » qui n'arrivait jamais. Un jour, tout a changé. J'ai trouvé un meilleur emploi dans une entreprise de technologie à Lyon. Le salaire était bon, bien meilleur que celui de livreur. J'ai été rapidement promu et j'ai vite gagné assez pour couvrir non seulement les factures d'électricité et d'eau, mais aussi le prêt immobilier de la maison. Mes parents, voyant l'argent arriver, ont pris une décision qui m'a laissé sous le choc, ils ont démissionné de leurs emplois. « Pourquoi travailler si tu peux tout payer, Théo » a dit mon père un jour avec un sourire dont je ne savais pas s'il était de gratitude ou de moquerie. Dominique a acquiescé, disant que c'était le mieux pour la famille. Comme ça, on peut passer plus de temps avec Nathalie, a-t-elle ajouté. Je n'ai rien dit. Au fond, je pensais que c'était ma chance. Si je payais tout, si je devenais indispensable, peut-être qu'ils m'aimeraient comme ils aimaient Nathalie. J'avais tort. Au début, tout semblait bien se passer.
La maison était payée, les services à jour, et mes parents semblaient plus détendus. Mais bientôt, les exigences ont commencé. Théo, on a besoin d'argent pour l'essence, disait mon père. Théo, Nathalie veut un nouveau sac, ne sois pas égoïste, disait ma mère. Je leur donnais tout ce qu'ils demandaient, même si cela signifiait que je ne me gardais rien. Je faisais des journées de 12 heures, rentrais épuisé à la maison, et la seule chose que je recevais était une liste de choses à acheter. Nathalie, pendant ce temps, vivait comme une princesse. Mes parents lui achetaient des vêtements de marque, des bijoux, même un voyage à la Côte d'Azur que j'ai payé sans le savoir jusqu'à ce que je voie le reçu. Chaque fois que je voyais les cadeaux qu'ils lui faisaient, je sentais un nœud à l'estomac. Ce n'était pas de l'envie, c'était de la douleur. Pourquoi avait-elle tout et moi rien? Pas même un « joyeux Noël » ou une accolade pour mon anniversaire. Une fois, je leur ai offert un gâteau pour leur anniversaire de mariage, et la seule chose que ma mère a dite a été « tu aurais pu en acheter un plus grand ». J'ai essayé de leur parler, mais ils ne m'écoutaient jamais. Un soir, après une journée épuisante, je me suis assis avec ma mère dans le salon. « Maman, pourquoi c'est toujours différent avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» lui ai-je demandé, la voix tremblante. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. « Ne sois pas dramatique, Théo. Tu es un homme, tu dois être fort. Nous n'attendons rien de toi de plus que ce que tu fais déjà. » Ces mots m'ont brisé. Ils n'attendaient rien de moi, mais je continuais d'attendre tous deux. Je n'avais pas d'amis, pas de petit ami. Ma vie était de travailler, de payer les factures et de rentrer dans une maison où l'on me traitait comme un étranger. Mais je n'abandonnais pas. Je pensais qu'un jour, peut-être, ils verraient que moi aussi je méritais leur amour, que moi aussi j'étais leur fils. Un anniversaire solitaire et une décision radicale. Mon 25e anniversaire approchait, et pour la première fois depuis des années, je me suis permis de rêver. Peut-être que cette année serait différente. J'avais tout payé, la maison, les services, les caprices de Nathalie. Peut-être qu'enfin il ferait quelque chose pour moi. J'ai commencé à laisser des indices, des commentaires subtils. Il manque 3 jours à mon anniversaire, hein, ai-je dit en déjeunant. Personne n'a répondu. Nathalie regardait son téléphone, mon père grommelait quelque chose à propos du café, et ma mère changeait de sujet. La veille de mon anniversaire, je n'en pouvais plus. Je me suis armé de courage et je leur ai demandé directement, « Vous allez faire quelque chose pour mon anniversaire demain ?» Mon père a éclaté de rire comme si j'avais dit une blague. « Ne sois pas ridicule, Théo, tu n'es plus un enfant pour casser la pinata. De plus, nous n'avons pas d'argent pour ces choses. » Nathalie a ri, et ma mère a acquiescé comme si c'était la chose la plus logique du monde. Je suis allé dans ma chambre, le cœur brisé. Mais au fond, je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison. Ils n'avaient pas de travail, pas d'argent. C'était moi qui entretenais la maison. Alors j'ai décidé de faire quelque chose pour moi-même. Avec mes économies, j'ai loué une petite mais jolie salle à Montmartre, un quartier que j'aimais beaucoup. J'ai commandé un gâteau au chocolat, mon préféré, et j'ai engagé un organisateur pour tout décorer avec des ballons et des lumières. J'ai fait des invitations pour mes parents et Nathalie, avec l'espoir qu'au moins cette fois-ci ils viendraient. Je leur ai remis les invitations un soir pendant le dîner. Je vous attends à ma fête d'anniversaire. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout payé, vous n'avez rien à dépenser, leur ai-je dit en essayant d'avoir l'air décontracté. Mon père a levé un sourcil et Nathalie a gloussé. Oh Théo, une fête, c'est ringard, a-t-elle dit. Mais les trois ont acquiescé, disant qu'ils viendraient. Je me suis endormi avec une étincelle d'espoir. Peut-être que cette fois-ci ce serait différent. Le jour de mon anniversaire, j'ai mis mes plus beaux vêtements. Une chemise bleue que j'avais achetée avec mon premier bon salaire, et un pantalon noir qui me faisait me sentir un peu plus sûr de moi. J'ai envoyé un message au groupe familial WhatsApp, « Je vous attends à la salle à 19 h, n'oubliez pas. » Personne n'a répondu, mais j'ai pensé qu'ils étaient peut-être occupés, peut-être qu'ils m'achetaient un cadeau ou se préparaient pour la fête. Je suis arrivé à la salle à 18h30. Tout était parfait. Les ballons flottaient dans l'air, les lumières brillaient, et le gâteau était au centre de la table avec mon nom écrit en lettres blanches. Je me suis assis pour attendre, regardant la porte toutes les 2 minutes. 19 h est passé, puis 19h30. À 20 h, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé ma mère, mais elle n'a pas répondu. J'ai appelé mon père,
rien. Nathalie, la même chose. Je leur ai envoyé des messages, mais il n'y a eu aucune réponse. À 21h, l'organisateur s'est approché avec un regard de pitié. Je suis désolé, mais nous devons bientôt fermer la salle. J'ai acquiescé, les yeux remplis de larmes. Je ne voulais pas qu'on me voie comme ça, alors j'ai dit aux employés de prendre le gâteau. C'est pour vous, ai-je murmuré, et je suis sorti de la salle, le cœur brisé. Quand je suis rentré à la maison, il n'y avait personne. La maison était vide, silencieuse. Je me suis assis dans ma chambre, regardant le plafond, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. Puis mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai répondu immédiatement, la gorge nouée. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu à ma fête ? Je vous ai attendu, je vous ai appelé et vous n'avez pas répondu, ai-je dit, la voix brisée. La réponse de Maurice m'a glacé. Ne sois pas dramatique, Théo, ce n'est qu'un anniversaire de plus. Nous sommes avec Nathalie dans une animalerie, elle veut un hamster, alors je t'appelais juste pour que tu nous envoies 2000 € pour l'acheter. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais organisé une fête, j'avais tout payé, et ils étaient en train d'acheter un hamster à Nathalie. J'ai raccroché sans rien dire. Je me suis assis sur mon lit et, pour la première fois depuis des années, j'ai cessé d'essayer de les justifier. J'en avais marre. La rupture et la vengeance silencieuse. Le lendemain matin, mon père nous a tous appelés dans le salon. Il a dit que c'était une réunion de famille. Je suis descendu, toujours avec la douleur de la veille, et Dominique était furieuse, me criant que j'étais un égoïste de ne pas avoir envoyé l'argent pour le hamster de Nathalie. Ma sœur acquiesçait avec un air de supériorité. « Assieds-toi, Théo » a dit mon père en désignant une chaise à l'autre bout du salon. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Je me suis assis, sentant que l'air dans la pièce était plus lourd que la normale. « Je veux parler de quelque chose d'important. » a dit Maurice en sortant un papier plié de la poche de sa chemise et en le dépliant avec un geste théâtral, comme s'il était sur le point d'annoncer quelque chose de grandiose. J'ai décidé qu'il était temps que vous sachiez comment l'héritage sera réparti dans cette famille. L'air est devenu plus lourd. J'ai regardé ma mère, puis Nathalie, mais aucune d'elles ne m'a rendu mon regard. Tous avaient les yeux fixés sur Maurice, comme s'ils attendaient une grande annonce. Moi, en revanche, j'ai senti un frisson. Quelque chose me disait que ce qui allait arriver ne serait pas bon. Maurice s'est raclé la gorge, savourant clairement le moment, et a dit « L'héritage, qui comprend cette maison, ma voiture et l'argent de mon compte bancaire, sera entièrement pour ma princesse, Nathalie », a-t-il dit avec un ton moqueur, puis il m'a regardé, « Et toi, tu n'auras que mes chaussettes trouées, Théo ». Il a éclaté de rire, et instantanément Dominique et Nathalie l'ont rejoint, riant comme si c'était la meilleure blague du monde. Leur rire résonnait dans le salon, remplissant chaque recoin, tandis que je sentais que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je suis resté là, immobile, le regard fixé sur le papier que mon père agitait en l'air. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, c'était la façon dont il l'avait dit, comme si je ne valais rien, comme si tout ce que j'avais fait pour eux ne signifiait rien. Les rires continuaient, et chacun était comme un coup de marteau dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas essayé de les justifier, je n'ai pas cherché d'excuses dans ma tête, je n'ai pas essayé de me convaincre qu'un jour ils m'aimeraient. J'ai juste ressenti une clarté froide, comme si un bandeau était tombé de mes yeux. C'est tout, ai-je dit, d'une voix plus calme que prévu. Les trois ont cessé de rire et m'ont regardé, surpris, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je parle. C'est ce que vous pensez de moi ? Des chaussettes trouées. Ma voix ne tremblait pas, mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Vous savez quoi ? Je me fiche de votre misérable héritage, ai-je dit avec colère. Je pars, et j'espère que lorsque vos services seront coupés et que votre maison sera saisie pour non-paiement, vous ne viendrez pas pleurer pour me chercher. Ils se sont remis à rire pendant que papa disait « Ouh là là, quelle peur, Théo !» Alors je suis monté dans ma chambre, j'ai pris mes affaires et je suis sorti de la maison. J'ai séjourné dans un petit hôtel bon marché à Marseille cette nuit-là, et la même, je suis entré dans le système de paiement automatique de ma banque et j'ai tout annulé, l'électricité, l'eau, Internet, le prêt immobilier, chaque compte que j'avais maintenu en vie par mes efforts. Je ne l'ai pas fait par colère, je ne l'ai pas fait pour me venger. Je l'ai fait parce que je ne voulais plus être leur distributeur automatique. S'ils me méprisaient tant, qu'ils se débrouillent seuls. Le lendemain, j'ai loué un petit appartement pour moi.
Le travail restait mon encre. Dans l'entreprise de logistique, on m'appréciait. Mes chefs remarquaient mes efforts, et mes collègues, bien que pas des amis proches, me traitaient avec respect. Je me suis concentré sur mon travail comme jamais auparavant. Chaque jour, j'arrivais tôt, je faisais des heures supplémentaires et je me portais volontaire pour des projets que personne d'autre ne voulait. Je ne le faisais pas par ambition, mais parce que j'avais besoin de combler le vide que ma famille avait laissé. Le travail me donnait un but, quelque chose qui me faisait me sentir utile. Mais tout n'a pas été facile. Les premières semaines ont été un mélange de soulagement et de solitude. Le soir, quand j'arrivais à l'appartement et que je m'asseyais sur le vieux canapé qui était inclus dans le loyer, la réalité me frappait. Je n'avais personne. Pendant des années, ma vie avait tourné autour de mes parents et de Nathalie, et même s'ils me traitaient mal, ils étaient tout ce que je connaissais. Maintenant, j'étais seul. Il y avait des nuits où je regardais mon téléphone, attendant un message, un appel, quelque chose qui me dirait qu'ils avaient regretté. Mais rien n'arrivait. Mon téléphone était silencieux, comme si mon existence n'avait jamais eu d'importance. La chute de la princesse est ma nouvelle liberté. 2 semaines se sont écoulées sans nouvelles d'eux. J'ai commencé à construire une routine, travail, gym, maison. Je me suis inscrit dans une salle de sport près de l'appartement, non pas parce que je voulais me remettre en forme, mais parce que j'avais besoin de quelque chose pour me vider la tête. L'exercice m'aidait à évacuer la rage que je portais encore en moi. Chaque coup porté au sac de boxe était un coup au souvenir de mon père se moquant, de ma mère m'ignorant, de Nathalie me traitant comme si j'étais invisible. 1 mois après mon départ, mon téléphone a vibré pendant que je mangeais un sandwich pendant ma pause déjeuner. C'était mon père, mais je n'ai pas répondu. Alors des messages ont commencé à arriver. Cette fois, c'était un message de ma mère, « Théo, l'électricité est coupée. Qu'est-ce que tu as fait? Arrange ça tout de suite. » Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu », juste une exigence, comme toujours. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je l'ai vite écartée. Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé, cette fois de mon père, « Ne sois pas bête, Théo, paie l'électricité ou nous aurons de gros problèmes. » J'ai souri amèrement. Des gros problèmes? Il ne savait pas ce qu'était un gros problème. Je l'avais vécu toute ma vie dans cette maison. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à travailler. Mais le soir, quand je suis rentré chez moi et que j'ai vérifié mon téléphone, j'avais 47 appels manqués de mes parents et de Nathalie. Nathalie m'a envoyé un message qui disait « Tu es un idiot, paie Internet, je ne peux pas télécharger mes vidéos. » Je n'ai rien répondu. J'ai éteint le téléphone et je suis allé dormir. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti du pouvoir. Il dépendait de moi, et j'avais décidé que ce n'était plus ma responsabilité. Les mois suivants ont été un tourbillon. Je me suis concentré sur moi, sur la construction de quelque chose qui m'était propre. Avec une promotion au travail, j'ai commencé à gagner plus d'argent, et pour la première fois, je l'ai dépensé pour moi. Je me suis acheté un nouveau lit, une petite télévision, même une paire de baskets que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais osé acheter parce que l'argent allait toujours à ma famille. Chaque achat, aussi petit soit-il, était une victoire. C'était une façon de me dire que je méritais quelque chose de bien. Pendant ce temps, les nouvelles de ma famille ont commencé à arriver, bien que non directement. Ma tante Sophie, qui m'avait toujours traité avec affection, m'a écrit un jour, « Théo, qu'est-ce qui se passe? Tes parents ont des problèmes. L'électricité est coupée depuis des semaines et j'ai entendu dire qu'ils étaient en retard avec le prêt immobilier. » Je l'ai remercié pour le message mais je n'ai pas dit grand-chose. Je ne voulais pas en savoir trop, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais que si je m'impliquais, je pourrais céder. Je n'ai pas cédé. Mais les appels n'ont pas cessé. Mon père laissait des messages vocaux en me criant dessus, disant que j'étais un fils ingrat, que j'osais les laisser dans la rue. Ma mère m'écrivait de longs messages remplis de reproches, disant que Nathalie souffrait à cause de moi. Elle n'a pas Internet, elle ne peut pas travailler sur ses réseaux sociaux. A-t-elle écrit une fois. J'ai ri en le lisant. Travailler? Nathalie n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. Un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Nathalie. Sa voix sonnait différemment, pas aussi arrogante que d'habitude. Théo, s'il te plaît, nous avons besoin que tu paies le prêt immobilier,
la banque nous menace de nous prendre la maison. Elle a fait une pause, comme s'attendant à ce que je dise quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Tu ne vas rien dire, a-t-elle demandé d'un ton mêlant colère et désespoir. Je n'ai rien à dire, Nathalie, ai-je répondu. Vous m'avez clairement fait comprendre ce que je valais pour vous. Maintenant, débrouillez-vous seul. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne reviendrai pas en arrière. Chaque appel, chaque message était une preuve qu'il ne m'aimait pas, il voulait juste mon argent, et je n'étais plus disposé à le leur donner. Quelques mois plus tard, ma tante Sophie m'a écrit à nouveau. La maison de mes parents avait été saisie. La banque l'a vendue aux enchères pour couvrir les dettes, et ils ont dû déménager dans un petit appartement dans un quartier plus modeste à Toulouse. Nathalie, la princesse, travaillait maintenant dans un magasin de vêtements pour payer le loyer et subvenir aux besoins de mes parents. L'ironie ne m'a pas échappé. L'héritage dont ils se vantaient tant, cette maison qui devait être pour Nathalie, n'existait plus. Et maintenant, c'était elle leur banque, tout comme j'avais été la leur. Je n'ai pas ressenti de pitié, j'ai ressenti de la justice. Pendant des années, ils m'ont traité comme si je n'étais rien, tandis qu'ils donnaient tout à Nathalie. Maintenant, c'était elle qui portait le fardeau que j'avais porté, et mes parents, qui se moquaient toujours de moi, dépendaient de la fille qu'ils avaient trop choyée. J'ai imaginé Maurice et Dominique assis dans un appartement exigu, sans leur luxe, sans leur arrogance, et j'ai ressenti une satisfaction inattendue. Ma famille a cessé de me contacter après la vente aux enchères de la maison. Je suppose qu'ils ont réalisé que je ne reviendrai pas. Parfois, je me demande comment ils vont, mais ça ne me fait plus mal. Je n'ai plus besoin d'eux. La maison, l'héritage, les chaussettes trouées de mon père, tout cela fait partie d'un passé que j'ai laissé derrière moi. Et maintenant, je me sens libre. Avez-vous d'autres histoires à adapter ou d'autres projets sur lesquels je peux vous aider ?